Bonsoir chers téléspectateurs, nous voilà sur le plateau du décryptage afin de revenir sur les questions restées en suspens ce matin, mais surtout porter un regard sur les propos du vice-président de l'opposition, je vais dire plutôt du parti Les Démocrates, avant d'aborder d'autres questions liées à l'actualité. Ce sera bien évidemment avec Agapite Napoléon Maforicain. Bonsoir. Bonsoir Maëlle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Le plaisir de les revoir. Voilà. Ce matin, nous recevons un membre de l'opposition, Eugène Azatassou. Vous l'avez suivi, il est resté dans sa posture d'opposant en répondant aux questions. Comment commentez-vous cette posture, ce discours de l'opposition en cette période, si je peux m'exprimer ainsi, de trêve politique? Alors, vous avez dit qu'il est resté dans sa posture d'opposant. Oui, c'est un opposant. Donc, du coup, il est resté dans la logique donc, de ce qu'il fait. Mais c'est un autre jeune Azatassou que moi j'ai vu ce matin, que j'ai écouté ce matin. C'est plutôt un homme responsable et suffisamment lucide. Hein, très lucide. Ce n'est pas encore l'homme des envolées, des lyriques, qui était reperclus dans son couloir d'opposants pendant des années, à ne voir les choses qu'à la manière où eux de l'opposition avaient envie de voir. Non, je pense que ce dimanche 26 juillet 2026, je pense que oui, l'opposition en tout cas celui que j'ai entendu aujourd'hui, Eugène Azatassou, s'est montré un opposant responsable. Il est resté dans sa posture, mais il est resté également lucide. Il a analysé les situations comme on peut l'analyser de sa posture d'opposant. Et je trouve que c'est déjà bon pour notre démocratie. Et vous demandez à ce temps de trêve, non. Il a intégré la trêve. Ils ont intégré la trêve et ils s'y sont mis. Et donc, c'est une opposition prête à respecter les lois de la République. Je pense qu'il l'avait déjà dit dans un communiqué en début de mandat du président Wadaï. Et donc, je trouve que cette opposition, c'est de cette opposition que nous avons rêvé pendant tellement longtemps et que les démocrates n'ont pas pu incarner et qui ont laissé la place au CBE. Et vis-à-vis à l'actualité nationale depuis 2 mois déjà, comment interprétez-vous cette posture d'observation de l'opposition, si je peux reprendre les mots du vice-président du parti Les Démocrates? Non, ils sont dans leur logique. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ne sont pas associés à la gestion du parti, du pouvoir. Donc ils sont dans une posture d'observateur, justement. Ils ne sont pas des acteurs. Ils sont un peu comme des acteurs, des spectateurs hein, d'une situation ou bien d'un événement qui se déroule et sans eux. Eux ne sont pas des acteurs, mais ils sont spectateurs, ils ont la voix, les spectateurs donnent de la voix, ils peuvent applaudir comme ils peuvent reprouver. Et donc, c'est cette posture qu'il a, mais il va plus loin parce que cette génération d'aujourd'hui, aller reconnaître ce qui est bon, c'est rare, ce qui est bon, que bon voilà, ce qui paraît normal, un bon début, par exemple, il donne les bons points au président Wadaï. Lui, il le dit à titre personnel, parce que l'opposition qu'il incarne n'a pas vocation à commenter les choses isolément, mais a vocation à les analyser de manière globale et qu'il serait trop tôt de le faire aujourd'hui pour ce qui est des actions du président. Mais lui, à titre personnel, il reconnaît que les actions sociales, les premières initiatives du président Wadaï sont à saluer. Il s'est sorti. Cette sortie internationale, je veux dire, sa diplomatie, la diplomatie de proximité qu'il a enclenchée depuis son arrivée est encourageante. Il souhaite que le président Wadaï utilise cette diplomatie pour le plan national et régler certains de problèmes. Voilà, si je me résume, mais je trouve quand même que c'est une posture progressive, disons, qui va dans le bon sens. Dans la progression, dans le bon sens, parce qu'on n'a pas reconnu, on n'a pas connu cette opposition-là de cette manière-là. Si on l'avait connu comme ça, on aurait fait des avancées parce qu'ils auraient fait des propositions, parfois, ils auraient dit ce qui était bon, ils n'auraient pas tout bloqué, ils n'auraient pas été dans la victimisation dans laquelle ils se sont mis et qui a fait qu'ils ont laissé le terrain à l'adversaire.
On peut dire donc une opposition qui s'adapte aujourd'hui au contexte actuel. Une opposition adaptée, oui, qui s'adapte, on peut le dire, et c'est tout un actif. Du président Talon, moi je le dis, c'est tout un actif du président Talon parce que, vous voyez, la fermeté a fini par payer. La fermeté, donc dès lors que le chantage à la démocratie, à la paix a échoué, chacun s'est mis dans les rangs, comme lui-même l'a dit. Ils sont mis dans les rangs de la démocratie, les rangs de la légalité, les rangs donc du respect des normes internes. Même s'ils ne sont pas toujours d'accord, il n'est pas d'accord avec beaucoup de choses. Oui. Il le redit, il le réclame, il le proclame, mais n'empêche, il est obligé de s'adapter aux textes et aux lois, et c'est ce qu'il fait. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une manière, peut-être, on a constaté aujourd'hui un jet d'Azatassou qui avait des choses à dire, mais on n'a pas senti du tout l'opposition ces derniers mois, qui est restée presque fermée. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre cadre pour pouvoir s'exprimer pour l'opposition? Parce qu'ils ont des choses à dire quand même. Non, ils étaient clairs, ils veulent parler avec le président Wadaï. Oui. Ils veulent lui demander une audience, ils attendent un moment pour lui demander une audience et échanger avec lui. Mais c'est une opposition qui a changé de paradigme, c'est une opposition qui a changé de format. Et ça, c'est à leur actif. Lorsque vous lui posez des questions, il répond. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas à dire ce qu'il veut dire. Maintenant, dès lors que le parti n'a pas opiné sur un sujet, lui, en tant que personnalité, en tant que citoyen, lui, il a sa position. Et il dit, si c'est moi, en tant que opposant, moi, je pense que il le dit, mais parce qu'il ne faut pas qu'on lui fasse dire ce que le parti n'a pas dit. Et ça, et comme c'est un homme suffisamment futé et responsable, il ne se laissera pas faire et il ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé dire ce que le parti n'a pas dit. Il arrive à faire la part des choses. Ce qui revient au parti, il le redonne au parti. Donc, le parti envisage de rencontrer le président Wadaï et donc de changer avec lui sur les conditions donc de mise en œuvre, disons donc d'un certain nombre de mécanismes et devant faciliter le vivre ensemble. Et ça, on ne peut pas leur reprocher ça. Je pense que c'est tout à leur actif. Et il sera l'actif du président sur le seul agenda de déroger à cette attente et donc d'établir un dialogue franc avec l'opposition dans le cadre donc de l'existence de chacun pour le bien de la démocratie. Nous pouvons à présent aller au cas par cas en ce qui concerne les interventions de ce matin du vice-président du Parti Les Démocrates. Il a essayé de réagir sur le nouveau bureau du Conseil économique et social. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de la semaine, nous avons un trio désormais à la tête de cette institution, à savoir Abdoulaye Biotchane, Conrad Baguidi, Pascal Essou. Déjà, comment vous interprétez ce trio-là à la tête de cette institution? Il faut clarifier deux ou trois petites choses. J'ai entendu rapidement dans la foulée en matinée qu'il y a fusion du médiateur de la République. Non, il n'y a pas eu fusion. On n'a pas fusionné le médiateur de la République avec le CES. On a fait du médiateur, on a fait du premier vice-président du CES le médiateur de la République. Ce n'est que ça. Le médiateur de la République reste comme une institution, mais elle est reliée. Il y a un lien fonctionnel entre le médiateur de la République et le Conseil économique et social. Ils ont des liens administratifs, pas hiérarchiques, administratifs, parce que leur travail se recoupe à un niveau donné. Ça, c'est important. Et donc, le premier vice-président du CES est de droit médiateur de la République. Ça permet de l'occuper, tout comme le vice-président de la République est le grand chancelier de l'ordre national du Bénin. Ça permet de les occuper, qui ne tournent pas les pouces à attendre d'assumer la plénitude du pouvoir. C'est pas agréable. Donc, c'est une bonne, je pense que c'est un bon casting d'y penser ainsi. Le troisième, il est le deuxième vice-président. Oui, ça a toujours été ainsi avant. Donc, en fait, c'est un trio à la tête, oui. Si on voit les choses ainsi, oui, c'est un trio, mais les trios ne dirigent pas ensemble le CES. Le CES est présidé par un président, le CES au niveau national, par un président, il me semble, des vice-présidents et un bureau. Donc, en réalité, quand on dit un trio, on parle de trio parce que les personnalités qui composent aujourd'hui le trio l'ont été à des postures avant.
On a l'un qui était ministre d'État, membre du gouvernement, président du BR. On a l'autre qui était président du CES, reformulé à l'époque expérimentale, donc on va le dire, et l'autre qui était médiateur de la République. Un déplacement de pion. Donc les trois avaient chacun leur posture. Il se fait que dans le cadre de la réforme au niveau donc du médiateur de la République et de quelques arrangements au niveau donc du Conseil économique et social, il se retrouve effectivement comme un trio de tête avec l'un, le ministre d'État, comme le président du CES, institution constitutionnelle, le premier vice-président comme médiateur de la République, question légale, et donc le deuxième vice-président qui lui assure l'intérim du premier vice-président et du deuxième vice-président, du premier vice-président et du président du CES en cas donc de vacances. Donc voilà un peu c'est des personnalités qui ont déjà assuré des fonctions, assurées au niveau élevé, comme je viens de le dire, et donc aujourd'hui, les voir ensemble au CES, je pense que c'est pour rendre l'institution encore meilleure. J'ai aimé particulièrement l'hommage à Conrad Ouaguidi. J'ai aimé l'hommage parce que Conrad Ouaguidi a donné vie à cette institution. On l'a toujours regardé comme une institution fermée, enclavée entre les autres institutions, qui n'arrive pas à se dépouiller. Et une fois que le chef de l'État et les députés ont opéré la réforme, je pense qu'ils ont trouvé meilleur, ils ont trouvé une bonne personnalité, une personnalité suffisamment disponible et généreuse dans l'expression des efforts et qui a pu faire le tour, être à l'écoute et pour vendre cette nouvelle institution, je veux dire, cette vieille institution réformée et qui a pu séduire avec l'institution. Je pense que le vice-président Zatassou a bien fait, donc évidemment il a été membre du CES départemental ZOU, comme il a dit. Oui. Donc il a vu le président Conrad Ouaguidi suffisamment sur le terrain et j'ai aimé cet hommage. Ça, c'était bien. Il fallait bien que quelqu'un le fils, comme on le dit, ou le fils, et donc il l'aurait fait, et ça c'est une bonne chose. Voilà. Cependant, il a noté un calcul politique au niveau de cette institution. Il pense que tout a été anticipé en fait pour que certaines personnes puissent continuer à être à la tête de certaines institutions, selon lui. De toute façon, la loi impersonnelle, ça c'est le principe. Mais de vous à moi, le juriste dira la loi est impersonnelle, le politicien ou le sociologue politique vous dira aucune loi n'est rédigée sans qu'on ait déjà une vue sur une certaine architecture qu'on a envie d'avoir dans la société. Donc, lorsque vous mettez les deux ensemble, vous comprenez que M. Zatassou n'a fait que de la palissade. Ce qu'il a dit, ce n'est que de la palissade. Hein, et rien de nouveau là. En réalité, lorsqu'on fait une loi, on le fait pas en regardant X et Y. Mais lorsqu'on est en cours de chemin, comme celui-là, lorsqu'on faisait la Constitution de 90 et on a intégré la limitation d'âge, est-ce que c'était impersonnel? Non. On regardait les anciens présidents qui étaient là. Et pourquoi on a mis 70 ans? Pourquoi on a mis 70 ans? Pourquoi on a mis 40 ans? Ça a une raison. Pourquoi on n'a pas mis 75 ans en 90 sur la Constitution? Vous comprenez? Donc, lorsqu'on met une loi qui crée des droits, ou qui crée des obligations, ou qui restreint des droits, c'est toujours pour régler un problème. Toujours. Donc elle est impersonnelle parce que ce n'est pas lié, ce n'est pas une tissu personnelle, ce n'est pas telle personne, elle ne s'adresse pas à telle personne, mais pour dire, du point de vue politique, une loi est toujours là pour régler un problème. Toujours. Donc, si on a décidé de faire ce qu'on a fait, le cutting de fusion, on a réglé un problème administratif, on a réglé un problème fonctionnel, certainement entre deux organes qui peuvent, disons, collaborer, mais on a également réglé peut-être une hiérarchie, peut-être. Mais avec ou sans cette loi, on aurait pu, vous savez, M. Abdelbier, aurait pu se retrouver au Sénat, lui aussi. Pourquoi pas? Donc il n'a pas dit qu'il fallait bien qu'il soit au CES. Non. Mais M. Zatassou a fait de l'analyse. Et les éléments qu'il a analysés, du point de vue de sa posture, on peut lui donner acte. C'est lui qui le pense ainsi. C'est lui qui voit ainsi. Alors, le fait est libre, le fait est sacré, le commentaire est libre. Lui, il est dans son commentaire à lui. On lui donnera acte.
C'est pas moi mon commentaire dans l'absolu. Mais je dis, oui, le jury vous dira que la loi est personnelle. Le politique ou le sociologue politique vous dira que la loi règle un problème. Et en voulant régler un problème, on peut toujours avoir un œil sur les approches de solutions. Et peut-être les personnes qui doivent être porteurs de ces approches de solutions-là. C'est l'un dans l'autre. Il faut bien savoir où est-ce qu'on met, disons, le curseur. Voilà. On peut en venir à présent à cette actualité sur l'ancien leader du parti, les démocrates. Je pense avant de venir à Boni Yayi, je pense qu'il faut aujourd'hui souligner l'impact positif des lois, de la révision de la Constitution et de l'instauration de la trêve politique. On n'a pas évoqué la trêve, mais la trêve, M. Zatassou l'a évoqué. Le parti travaille, son parti travaille. Ça veut dire que la chamaille, l'objectif que la trêve avait, l'objectif que le parti Talon a voulu conférer à la trêve, où les députés de la majorité présidentielle et le président, l'objectif est en train d'être atteint. On n'est pas d'accord avec certaines choses, mais il y a une manière de le dire, il y a une manière de l'exprimer, il y a un moment de faire la campagne, il y a un moment de cesser de faire la campagne. Et aujourd'hui, à écouter l'opposant, on sent qu'il a intégré. Et si quelqu'un comme Azatassou, tout feu, tout flamme, en arrive à là, mais on peut se réjouir que nous avons fait un bond qualitatif dans la moralisation de la vie publique. Et ça, c'est à l'actif du Parti Talon et de son sens élevé de l'État qui lui fait dire que l'État est au-dessus de nous tous et qu'on doit tout faire pour déroger aux lois lorsque elles sont votées dans les normes et promulguées et publiées normalement. Donc, la question que vous voulez me lancer, la question concernant Boni Yayi, s'inscrit dans la même démarche. La sortie de Yayi en octobre, qui a stigmatisé la majorité, qui a failli courir au priori, Parti Talon, en tout cas le faire vouer hégémonie, et qui a suscité la réaction du Parti Talon, cette sortie a eu lieu avant que la loi soit votée. C'est au moment où on a annoncé qu'il y aura révision de la Constitution, qu'il y aura le Sénat, qu'il y aura tant de politique. C'est dans la foulée que le président Yahi a fait sa sortie virulente, incisive. Trop précipité en ce moment, selon vous? C'est précipité. C'était dans la logique de la manière de combat que menait Boni Yayi et le Parti des démocrates. C'était un combat de blocage. On transforme Patrice Talon comme quelqu'un qui ne veut pas, d'ailleurs il a dit clairement qu'il ne veut pas de la démocratie. On le transforme comme celui-là, pourfendeur de la démocratie, l'ennemi qu'il faut combattre, il n'est pas accessible, il ne veut rien, il veut tuer notre démocratie. Et ça a été dit de cette manière-là. Alors, mais ça n'a été que la posture du parti FCBE, devenu après, dont une partie est devenue les démocrates. Ça n'a été que tout le mandat à partir de 2018-2019. Et c'est ça qui nous a conduit à tout ce qu'on dit aujourd'hui, et à Guillet, et des tenues politiques. Tout ça a contribué énormément à, disons, exacerber un certain nombre des cas de frustration et à conduire à certains excès. Je ne veux pas parler des élections de 2019, 2020, 2021, mais nous en sommes arrivés là parce que les gens ont trouvé un leader qui soutient cette rébellion et qui avait un nom Boni Yayi, en tout cas un peu soutenu par le président Soglo lui-même, mais qui a dû les abandonner. Donc, trop précipité, non, mais un peu trop impulsive comme réaction, oui. Et ça restait, c'était un peu dans la logique de la démarche et de la posture que le Parti des démocrates a eu depuis sa création, et parce qu'ils se sont créés tout quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont retrouvé au sein de la FCBE, de l'ancienne force pour émergence, des personnalités qui ont dit non, nous on regarde les choses autrement, on veut les choses autrement, on veut fonctionner autrement, et qui ont dérogé à un certain nombre
de dispositions légales et qui ont eu à dos Boni Yayi et un certain nombre de caciques, donc de la FCBE. Donc, aujourd'hui, quand on regarde le revirement de Parti des démocrates, même s'ils ne sont pas encore dans les rangs, comme dit le grand frère Zetassou, enfin, dans les rangs, on peut dire qu'ils sont dans les rangs légaux, dans les rangs de la légalité. Ils ne sont pas dans les rangs politiques, mais ils sont dans les rangs de la légalité. Et dans les rangs de la légalité, ce n'est que ça qu'on demande aux gens. On ne demande pas qu'il y ait un monolithisme dans le discours. On ne demande pas le monologue discursif. Ce n'est pas ça qui est demandé. On demande un débat. On demande des discussions. Mais dans le cadre de ce que les lois ont autorisé, dans toute démocratie. Et donc, vouloir outrepasser, utiliser les menaces pour pouvoir avoir gain de cause, ce n'est pas démocratique. Et pendant longtemps, nous avons subi cela. Et donc, grâce à la trêve politique, grâce à la Constitution révisée, et grâce aux nouvelles ordres politiques dans lesquelles nous sommes, aujourd'hui, ces choses-là sont dépassées. Et c'est ça que vous sentez dans la bouche d'Eugène Azatassou. Je posais la question à Eugène Azatassou ce matin, je vous la pose aussi. Est-ce que Boni Yayi avait d'autres choix que de ne pas accepter finalement la fin? Est-ce qu'il pouvait rester indéfiniment sur sa position de ne pas siéger? Est-ce que ce n'est pas clair puisque c'est un droit acquis pour lui de siéger à l'Assemblée nationale? Au final, on se dit que bon, c'est un fait accompli. Et au Sénat, pardon. Je l'écoutais dire que c'est un droit et que bon, lui n'a rien demandé. Bon, je dis oui, d'accord, mais on peut renoncer à un droit. On peut renoncer à un droit. Renoncer à un droit est aussi liberté. Hein? On a le droit de renoncer à un droit. Tant qu'on ne vous force pas et vous renoncez à un droit qui vous est acquis, ce n'est pas un drame. Donc, il pourrait. En France, les anciens présidents sont appelés à siéger au Conseil constitutionnel. Mais il me semble que Chirac a refusé. Chirac n'a pas siégé. Et Sarkozy n'a pas siégé. Hollande n'a pas siégé. Donc, ne pas siéger n'est pas un drame. Est-ce que François Mitterrand même a siégé? Ce n'est pas évident. Donc, vous voyez, c'est pour dire simplement que on peut renoncer à un droit. C'est une liberté, renoncer à un droit. Jouir de son droit ou y renoncer. Donc, est-ce qu'il peut? Oui, il peut ne pas siéger. Bien. Mais Boni Yayi ne s'est jamais mis dans une posture de ne pas siéger en réalité. Vous le disiez tantôt, entre-temps, vous l'avez estimé en temps. Oui. Dès le dimanche, quand il avait sorti, dans ce même décryptage, je vous disais qu'il allait siéger tcho-tcho. Et quand chez moi, dans le patois, dans la langue locale, on dit tcho-tcho. Tcho-tcho, là veut dire de droit. De droit. Quand on dit tcho-tcho, ça veut dire de droit. Il va siéger de droit. Parce que je ne vois pas quelqu'un comme Boni Yayi renoncer à un droit auquel il a, surtout ce cadre-là. Je pense que lui, s'il avait eu l'idée, il l'aurait créé. Et comme il ne l'a pas créé, il pense que dans le contexte dans lequel il est, parce qu'en réalité, vous savez ce qui s'est passé de 2016 à aujourd'hui, c'est un peu ça, c'est une dramaturgie. C'est une dramaturgie de la politique africaine ou bien béninoise. En réalité, Boni Yayi et Patrice Talon auraient pu s'entendre parce que Boni Yayi n'a pas été président sans le soutien de Patrice Talon et de tout l'appareil technique, intellectuel autour de Talon. Et donc, s'il n'a pas su faire, disons, mettre en œuvre certaines attentes qui auraient pu lui permettre de moderniser, de changer les choses convenablement, comme on l'attendait en 2006, ça doit changer, ça peut changer, ça va changer. Il a passé 10 ans. Après 5 ans, il a estimé qu'il fallait refonder la République. On est toujours dans la logique de ce qu'on a fait, de ce que Patrice Talon a fait de sa décennie. Mais lui n'a pas pu. Après, il y a eu cette crise qui est venue en 2012 entre lui et le président Talon. Et donc, il a perdu les 10 ans dans des situations alambiquées que lui-même a eu du mal à gérer. Regardez cette affaire d'Invo, aurait pu être gérée autrement, à mon humble avis. Donc, en réalité, Boni Yayi lui-même s'est tiré entre les pattes sur les 10 années. Alors, Patrice Talon arrive. Lui, il arrive avec moins de discours et plus d'actes. Et normalement, comme je le dis, celui qui devait être le grand soutien de Patrice Talon, ça devait être Boni Yayi. Ça devait être tous ceux qui ont soutenu Yayi. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on attendait sur Yayi que Talon a exécuté. C'était le changement, tout simplement. Ça devait changer. Vous voyez? Donc, le nouvel état d'esprit, finalement, qui est le nôtre et dont Patrice Talon a parlé, et sur lequel on doit travailler,
Ce nouvel état d'esprit, nous devrions pouvoir l'avoir eu en 2016 et le renforcer de 2016 à aujourd'hui. Finalement, c'est en 2026 qu'on l'a eu et Robin Wadaï, qui a succédé à Patrice Talon, essaye de poursuivre telle la nouvelle corde au bout de l'assiette. Vous voyez donc, Boni Yayi a perdu 30 et 10 années où il aurait pu impacter plus positivement. Je ne peux pas dire je ne peux pas dire qu'il n'a pas impacté. Il y a eu des pas qui ont été faits. Il y a eu des pas, que là au niveau social, que là au niveau institutionnel. Mais c'est des petits pas finalement insignifiants face au grand, à la révolution mentale à laquelle on devrait faire face. Alors, quand Patrice Talon est arrivé, lui connaît les mots. Et donc, sans mots, M-O-T-S, il sait qu'il peut juguler les mots, M-A-U-X. Et c'est ce qu'il a fait. Sans mots, il a jugulé les mots, les tares. Et puisque l'autre en face, c'est qu'il n'a pas atteint ces résultats, et comme on est habitué à pleurnicher, à lancer les jérémiades, les lamentations, lorsque ça commence pour dire la paix menacée, démocratie, le monde nous regarde, on a commencé à dérouler la même litanie. Et puisque Talon n'a pas envie de se faire compter, lui, il a continué. Il est élu pour un nouveau départ. Oui. Il est élu pour une rupture. Donc, lui, il assume. Ce que Boni Yayi n'a pas assumé, le changement pour lequel il a été élu, il n'a pas assumé. Mon peuple, en disant mon peuple, mais il se laissait, disons, compter, disons, manipuler presque par des courtisans qui lui montrent que c'est elle qui est contre son pouvoir, et lui-même, il se laissait aller. Et bon, de changement, on devait aller à la refondation. De la refondation, il n'en a jamais été le cas. Et donc, on s'est retrouvé en 2016, avec un État en lambeaux, avec des amitiés décousues, et avec des collaborateurs qui avaient un pied dans le pouvoir, un pied chez l'adversaire du pouvoir. Voilà comment ça a fonctionné sous Boni Yayi. Donc, Patrice Talon, lui, connaissant comment ça a tourné, lui, il est venu avec, disons, du contenu, des solutions, déjà, qui auraient dû être utilisées par l'autre. Donc, vous comprenez que la bataille Boni Yayi, Patrice Talon, qui était une sorte de lutte fratricide normalement, ne devait pas avoir lieu. C'est Boni Yayi qui a préféré aller dans la rengaine. Et lorsqu'on n'a pas pu aller aux élections, moi je dis toujours, il faut retourner à son discours d'avril 2019. Et si on retourne à son discours d'avril 2019, on verra tout. Tout ce qui s'est passé après est dans ce discours-là. Boni Yayi pensait qu'il avait encore un pouvoir. Il s'adressait même aux forces de sécurité et de la défense pour leur demander presque d'aller à la rébellion, d'aller contre l'autorité de l'État. Tout ça dans le discours de 2019. Après, on est allé aux violences. De 28 avril aux élections, dans toute à Parakou et toute la zone qui lui était acquise. Et ainsi de suite. Après, il y a eu le 1er mai ici à Cotonou. 1er, 2 mai, 3 mai ici à Cotonou. On ne peut pas oublier ça. Et donc, tout ça a créé des situations qui ont conduit à ce que vous avez appelé emprisonnement, machin. Alors, donc, aujourd'hui, donc, lorsqu'en octobre 2025, Boni Yayi intervenait, c'était un peu pour faire tout ce point-là. En réalité, il avait échoué sur toute la ligne. Dans sa démarche de blocage, d'affrontement avec son frère, son grand frère, avec son jeune frère, oui, à qui l'a aidé à avoir le pouvoir, il faut le dire toujours. Et donc, il a échoué à tous les niveaux. Il a échoué en portant avec lui des cadres valables, valeureux, qui auraient pu accompagner le développement du pays. Alors, il a dit qu'il quitte la scène et qu'il va en congé. Bon, sanitaire, finalement, on l'a retrouvé, démissionné. Alors, donc, première chose, dès que la loi est votée, la Constitution amendée, la démission de Boni Yayi, du directeur du parti, peut s'expliquer comme le premier pas pour siéger. Quand il dit il va siéger Tchotcho là, c'est ça. Alors, j'ai fait une sorte de rétrospective, un peu, et d'analyse comparée, pour montrer un peu le contexte
de l'affrontement. Je ne peux pas aller plus loin, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas aller plus loin. Le contexte de l'affrontement. Ensuite, l'affrontement a eu lieu. Quelqu'un a gagné. L'autre, en octobre, dit, bon, voilà, mon vis-à-vis ne veut pas de démocratie. Donc, une sorte d'abdication. Ça rappelle le discours d'adieu de Béhanzin. Si vous avez écouté, où sont-ils? C'était ça, quand il a décrit un peu toute l'ambiance, il a commencé à chercher où sont ces grands soldats valeureux, pendant le requin. Donc, quand moi, vous l'écoutez, Boni Yaya en octobre 2025, on croyait écouter une sorte de discours d'adieu de Béhanzin, mais dans une autre posture. L'autre avait encore l'air très, très guerrier. Ici, c'était l'air totalement dépité. D'accord? Et donc, quand vous avez écouté ça, c'est qu'on a livré quelqu'un. Comme voilà l'homme, voilà celui à qui il faut jeter la pierre. Heureusement. Comme l'homme en question n'est pas aussi de la dernière pluie, il a livré sa vérité. Et donc, on était en présence de deux vérités. Alors, une fois la Constitution amendée, Boni Yaya a démissionné de la tête du parti. En clair, il s'est mis dans la posture de siéger. Il s'est mis dans la posture de siéger. Donc, pour conclure, vous dites quoi? Il n'a jamais été dans la tête de Boni Yaya de ne pas siéger. Tout simplement. Il n'a jamais été dans la tête de Boni Yaya de ne pas siéger. Il sait bien qu'il siégerait. Mais, comme d'habitude, ce n'est pas lui. Il n'a rien demandé. Ce n'est pas lui, hein. On lui a rien demandé à quelqu'un. C'est la Constitution qui a dit. Si demain, ça ne va pas marcher, ce n'est pas lui. Donc, non, ça, c'est la posture. Ça, c'est la posture. Il a dit qu'il n'est pas demandeur. Bon, oui, il n'est pas demandeur. C'est sûr. Qui parmi nous a demandé à naître? Personne n'a demandé à naître. Donc, si tu es ancien président de la République, et on dit que en tant qu'ancien président de la République, tu sièges, il aurait pu se taire, non? Et il aurait dû se taire en 7 ans. Alors donc, s'il a eu à dire, il a dit. Aujourd'hui, il savait bien que le poste d'ancien président de la République lui était déjà dévolu. Donc, du coup, que naturellement, il est membre du Sénat. Puis, c'était décliné un peu à l'époque. Non, il n'est pas demandeur, c'est sûr. Mais il a le droit de renoncer aussi. Mais je pense que sa place est là. Sa place est au Sénat. Quand on a dit tout ce qu'on a dit, nous, on était admirateurs de Boni Yaya. Comme on le dit toujours, moi, je admirateur parce que nous espérions que ça change. Et on s'est investi. Et moi, j'ai investi 10 années de ma vie dans cette affaire. Et je le dis généreusement. 10 années, généreusement dans cette affaire. Il faut remarquer que Boni Yaya s'est choisi les moments opportuns pour sortir, pour ses sorties, en fait. Absolument non. C'est un tribun, Boni Yaya. C'est un tribun. Mais le problème, c'est que le tribun a eu en face de lui un communicant, Patrice Talon, qui est très proche, qui soigne bien sa communication. Patrice n'a pas besoin d'un communicateur pour fonctionner. J'ai écouté Sagouan Danielou sur Patrice Talon. Et lorsque la manière dont Sagouan l'a dit, lui, qui sont presque de la même génération, mais ça, nous qui sommes un peu plus jeunes, quand vous regardez, quand moi j'ai écouté Sagouan, je me dis, mais c'est exactement l'impression que j'ai de Patrice Talon. C'est quelqu'un, il soigne sa communication. Lui-même, il est attentif à bien des détails auxquels même les communicants peuvent ne pas être attentifs. Donc, Boni Yaya, lui c'est un tribun. Lui communique. Lui, quand il harangue, il s'est harangué. Alors, on est en face de deux bêtes communicants. Alors, finalement. Et dans le cas d'espèce, alors, qui a le plus? Qui a le plus, c'est celui qui prend le temps de mettre en place la stratégie. C'est celui qui est moins impulsif. Je veux dire, en griffe, moins émotif. Et entre les deux, le moins émotif, c'est Patrice Talon. Alors donc, lui, il a eu le temps de bâtir, disons, son cheminement. Et peut-être l'autre est venu avant lui. Et donc, il a pu, sur la base des tares constatées sur les chemins, et c'est normal, celui qui vient. Aujourd'hui, Robert Wadaï est là, il essaye de dépoussiérer certaines décisions de Patrice Talon, ce qui est logique. Dans 14 ans, un autre va venir, il fera la même chose sur certaines décisions de Robert Wadaï, et ainsi de suite. Donc, c'est logique qu'on puisse constater que Patrice Talon a pris une longueur d'avance. Mais Boni Yaya aurait dû utiliser notre stratégie. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et donc, quel par exemple? Le silence, l'observation, le repli, la collaboration. Pourquoi pas?
puisque nous voulions tous que ça change. Et voilà, qu'est-ce que Patrice Talon a fait contre le changement? Il a fait que aller dans la logique du changement. On ne peut pas faire des objets sans cacher les yeux. Vous ne pouvez pas atteindre vos résultats sans un certain nombre de postulats. Ce que Azata a dit aujourd'hui par rapport à la démocratie. Mais vous ne pouvez pas de deux choses l'une. Soit on passe le temps à faire du bavardage au Parlement, crier, bloquer, invectiver, sans avancer. En disant ici c'est le 229, ici c'est le Bénin, ça ne va pas marcher. Non. Ou alors on passe, on trace le chemin. Comme on le dit vulgairement, lorsque votre plaie est gangrénée, on ne vous demande plus vraiment votre avis pour savoir la thérapie. Si on doit vous demander votre avis, en tenant compte des douleurs, on risque de vous caresser. Et une plaie gangrénée ne se laisse pas caresser, elle se laisse traiter. C'est ça le problème. Et au pire, le chirurgien intervient. Et quand il intervient, vous savez ce qu'il fait. Un chirurgien, c'est pour sectionner. Vous comprenez? Et lorsqu'il faut sectionner, personne n'est heureux qu'on sectionne. C'est pour dire que lorsqu'on arrive à un niveau donné, il faut passer aux solutions urgentes, aux solutions brutales, parfois, violentes parfois. En fait, quand je dis violente, c'est pas méchant, mais une solution de choc, voilà, exactement. Il faut passer aux solutions de choc. Et ça, lorsque vous êtes dans cette posture, et quelqu'un qui a déjà opéré vient vous bloquer, vous contester face aux populations qui ne comprennent pas toujours ça, on a l'impression qu'il y a une sorte d'opportunisme qui ne fonctionne pas bien. Et c'est ça qui a dérangé un peu. Mais bon, comme je l'ai dit, Boni Yayi savait bien qu'il allait siéger, il a démissionné, il a attendu le moment, il a annoncé. C'est tant mieux, parce que comme je le dis, il fallait bien qu'il siège. Je suis content, moi je suis content, je suis très content. J'ai exhorté à un moment donné, sa place est là. Sa place est là. Ils auront le temps, comme l'a dit Azata d'ailleurs, je suis d'accord avec lui. Vous voyez, lorsque vous êtes ensemble, quelle que soit la divergence, vous avez toujours une occasion. Vous savez, à la fin de conclave, à la fin de quelque chose, bon voilà, l'un invertive l'autre, et se prennent la main, il reste là, il bavade un peu, ou bien il commence par s'expliquer. Il s'explique, l'un rentre dans la voiture de l'autre, il continue de s'expliquer. Ils vont prendre le déjeuner ensemble, ils vont continuer de s'expliquer. Et il y a tellement d'opportunités, lorsque vous êtes ensemble, de resserrer les rangs, de réduire les écarts. Et l'avenir du Bénin est au Sénat. Je pense que c'est la trouvaille, la trouvaille de la décennie Talon, c'est ce Sénat, l'avenir du Bénin est là. Parce que tout ce qui nous a arriéré, c'est la division de l'élite, de la classe politique. Et donc, lorsque Patrice Talon et Boni Yayi s'entendent, s'ils s'entendent, le Bénin est sauvé. Parce que tous les autres seront obligés de baisser la garde et de suivre la ligne des maîtres. Et de suivre la ligne des maîtres. Et donc, aujourd'hui, c'est heureux que Boni Yayi acte officiellement qu'il siège. Et dès lors que l'institution va être installée dans quelques jours, le 30, vous allez voir que le sens aigu de responsabilité de l'un et de l'autre va prendre le dessus et va, une sorte de prophétie de Patrice Talon, le 28 juillet 2025, face aux jeunes, quand les deux seront là-bas, ils ont le temps de faire leur tchapoudi. Oui, ils ont le temps de faire leur tchapoudi. Ils ont le temps de revenir sur un certain nombre de vieux dossiers, peut-être de solder certains comptes, peut-être certains malentendus, qui ont pu faire croire ceci à cela, à ceci, et conduire certains à certains extrêmes. Je pense que, et ça, comme je le dis, pendant ce temps, le gouvernement par ici gouverne, le Parlement travaille, et donc les institutions tournent. Je pense que dans cette posture-là, on peut espérer du mieux pour le pays, et c'est à l'actif de Patrice Talon, et peut-être pour ne pas, de Patrice Talon, et pourquoi pas de Boni Yayi également. Exactement. Et il faut le rappeler, Patrice Talon annonçait son souhait de voir lui et Boni Yayi se retirer de la scène politique pour permettre quand même à la vie politique béninoise de continuer sans leur guéguerre. Et vous l'aviez dit tout à l'heure, le Sénat semble être le cadre idéal taillé pour eux désormais. Mais est-ce qu'ils se retirent vraiment de la scène politique? On ne peut pas être militant politique et être au Sénat. Ça dit tout à l'heure. Oui.
que quand les deux s'entendent, la troupe baisse la garde. C'est qui la troupe? C'est les gens qui ont de couleur politique encore. C'est l'UPR, c'est le BS, c'est l'LD, c'est le LD, c'est l'FCB peut-être. En réalité, eux ne sont plus militants engagés, mais ils sont les chefs. Qu'on le veuille ou non. Patrice Talon est le chef de la majorité qui est là. Il n'est plus engagé. Mais qui peut lui tenir tête dans cette majorité-là? Il n'est personne. Il est le père fondateur. Il est le maître. On ne peut pas. On ne peut pas avoir son géniteur là et dire je prends mon indépendance, je prends mon autonomie, sans doute. Mais je sais que le géniteur est là. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc il n'est plus membre, mais tout le monde sait qu'il est là. Donc on ne va pas attendre sa décision, mais on ira le consulter. Et ce qu'il dira sonnera plus fort qu'un décret ou qu'une loi organique. On peut dire que Boni Yayi aussi peut avoir une posture toujours opposante au sein de cette institution. Non, il n'y va pas comme opposant. Mais autant il n'y va pas comme opposant, il y va comme ancien président de la République. Et Azatassou vous l'a rappelé tout à l'heure. Il y va comme ancien président de la République. Mais il n'est pas moins Boni Yayi. Boni Yayi, c'est Boni Yayi. Donc, il y va, il a des attentes. Et c'est pour ça que je dis, c'est là-bas que ça va se régler. Qui n'a pas d'attente? Pour Théodore, on a des attentes. Vavono a des attentes. Le président de Ngwedia a des attentes. Donc, tous ces membres de droit ont des attentes. Alors, les nommés ont sans doute des attentes. Mais eux sont moins libres. Autant ils sont nommés, autant ils sont membres de droit, donc ils ont tous les privilèges, mais ils sont différents des autres. Je ne les banalise pas, mais je dis, eux, en tout cas, je ne vois pas un nommé se retourner contre celui qui l'a nommé. C'est pas possible. En fait, le Sénat doit le moins voter possible, parce que c'est une chambre de sages. Et donc, ne regardons pas les couleurs. Regardons plutôt la conciliation, la médiation, l'intermédiation, les conciliabules. Regardons ça, et vous allez voir que ça va aller. Agapit Napoléon Maforican, il faut remarquer que Eugène Azatassou a quand même émis quelques inquiétudes dans ce qui concerne le Sénat qui pourrait, selon lui, prendre le pas sur l'Assemblée nationale. Non, le Sénat et l'Assemblée nationale ne font pas les mêmes choses. Et moi, ce débat de élus, non élus, un faux débat. C'est un faux débat. Le peuple vote la Constitution. Et il met ce qu'il a envie de mettre. Et donc, dès lors que nous mettons ça, ça devient la volonté populaire. Ça devient notre postulat. Ça devient notre document de référence. C'est nous qui conférons une légitimité à quelqu'un ou à pas. Donc, les monarques, ils ont leur légitimité d'où? C'est pas du peuple. Et pourtant, ils ne sont pas élus. Et pourtant, ils ont une autorité morale parfois plus forte que les élus même. Et ainsi de suite. L'autorité du Saint-Père, du pape, et ça dépasse parfois certains chefs d'État. Mais comment il est élu? Pas de grands électeurs. Qu'il a désigné lui-même. Alors donc, c'est dire simplement qu'il faut qu'on quitte ce postulat de élu, non élu, machin. Le Sénat a son rôle. L'Assemblée nationale a son rôle. Ce n'est pas les mêmes rôles. C'est pas les mêmes rôles. Et donc, j'ai écouté M. Azatassou, oui, que le Sénat a pioché chez l'Assemblée, pioché chez... Oui, jugement. C'est le Sénat, c'est notre Sénat. On l'expérimente. Ça ne marche pas, on change là. Un jour. Rien n'est dans du marbre. Il y a des pays qui l'ont institué, qui l'ont abrogé, qui l'ont réinstitué, l'ont réabrogé, l'ont réinstitué. Mais moi je pense qu'on n'a pas à avoir de la pudeur à tenter. Et le problème que le Sénat règle aujourd'hui est un problème majeur. Nous avions besoin de trouver un cadre à nos anciens présidents. Et maintenant, l'élargir aux anciens présidents de l'Assemblée nationale et aux anciens présidents de la Cour constitutionnelle, et chacun ayant fait plus de la moitié du mandat, est une manière d'agrandir. On a plafonné à 25. Donc, une assemblée spéciale de 25 personnes, personnalités, la plupart provenant d'élections, ayant été élus. Parce que quand on prend les anciens chefs d'État, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, c'est des élus. Ils ont été élus. Donc,
Ils ont été élus 2 fois pour le président de l'Assemblée nationale. D'abord élu par rapport en tant que député et ensuite élu au Parlement. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'a pas de légitimité. Le président de la République, il est élu au suffrage universel direct. Donc, sa légitimité est naturelle. Après, il ne dépasse pas le président de la République. Nos institutions sont organisées, il y a une hiérarchie, il y a une séparation, il y a une complémentarité. Mais dire que l'un va prendre le pas de l'autre, je ne pense pas. On dit que c'est pour atténuer le pouvoir du président. Non, le pouvoir du président, personne ne peut l'atténuer. Le président de la République a un pouvoir à la limite monarchique. Mais il avait besoin que quelqu'un l'encadre un peu. Nous avons un président plus heureux que les anciens présidents. Parce qu'aujourd'hui, grâce au Sénat, notre président de la République a au moins vers qui aller, à qui s'adresser. Avant, moi, je me désolais que les personnalités du type Monstre et Cardinal Granté n'existaient plus. Parce que pendant longtemps, sous la Révolution, nous avons eu le Cardinal Granté comme le médiateur national. Quand il y avait une situation, Granté, quand il revenait au pays, il allait rencontrer le président Kérékou. Il faisait pas de déclaration. Mais ça causait bien, parce qu'il n'y avait pas de fuite. On ne savait pas ce qui se disait, mais il réglait beaucoup de problèmes. Pourquoi on est à la conférence nationale, beaucoup sont intervenus. L'Église catholique a joué un grand rôle. Mais tout ça n'était pas bruyant. Pendant la transition, nous avions un médiateur national qui s'appelait Monseigneur de Souza. C'était un Monseigneur cardinal. Il y avait le cardinal Ganté, mais Monseigneur de Souza s'est ajouté. Et il y avait une personnalité comme Mathieu Kérékou et un premier ministre comme Seglo. Et ça formait un bon groupe. Donc ça vous dit simplement qu'on a besoin des personnalités. Et en 2011, lorsque ça s'est bloqué par rapport à la LEPI, qui on est allé voir? Les anciens présidents de la République. Il a fallu l'appel pathétique de Kérékou, Soglo, Zissou, président de Zissou, pour qu'on aille aux élections en 2011 avec la LEPI. Les anciens présidents ont un rôle à jouer. Lorsque les 2 présidents sont allés au Niger, Yaye et Soglo, on ne les a pas réussi avec les honneurs dus à leur. Les anciens présidents ont un grand rôle à jouer. Donc, le Sénat a besoin d'exister. Ça nous a manqué, ça manquait à notre architecture. Après, la manière dont on l'a monté dépend de la volonté de ceux qui sont là. On ne peut pas être intelligent ensemble. Et enfin, chacun ne peut pas dire mon intelligence doit passer. C'est pour ça que la loi de la majorité existe. Donc, à un moment donné, une vision passe. C'est une vision. Il y a d'autres visions. Mais ça, c'en est une. Donc, on l'expérimente. Moi, je n'ai pas de crainte. J'en ai pas. Je ne vois pas l'un avaler le pouvoir de l'autre. Pas du tout. Les pouvoirs sont connus. Il n'y a pas de raison que l'un avale le pouvoir de l'autre. Lorsque certaines lois politiques, le Sénat demande à l'Assemblée nationale de revoir, elle va devoir revoir. On vit ça dans les grandes démocraties. Donc, la légitimité est conférée par les textes. C'est les textes qui disent comment la légitimité est conférée. Et notre Constitution a créé le Sénat. Et donc, les membres qui y siègent, ils sont légitimés pour y siéger. Et donc, ils sont légitimés pour prendre des décisions. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforika, sur ces questions opposition, Boni Yayi, Sénat. Bientôt, ce sera le 66e anniversaire d'indépendance du Bénin. Mais avant d'en venir là, nous avons connu, si je vais dire une épilogue, mais dans l'affaire d'Anivo qui a transité depuis la période Boni Yayi, la période Talon également, et maintenant, aujourd'hui, nous avons une décision. Vous le souhaitez entre-temps pour que les familles puissent faire leur deuil. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que vous en dites? Dans acte et paix à l'âme de ce cher monsieur Daïvo. Voilà. Dans acte et paix à l'âme de ce cher monsieur Daïvo. Voilà. Le samedi 1er août 2026, le Bénin fêtera 66 ans. Aujourd'hui, c'est vrai que chaque année, nous faisons les acquis, nous parlons des acquis, mais ce sera le premier anniversaire du premier septennat. Quel regard vous portez sur ça, Agapit Napoléon Maforika? Écoutez, moi, j'aborde plutôt ce 1er août en pensant à la décennie Patrice Talon. J'aurais bien aimé que nous ouvrions une réflexion sur cette décennie Patrice Talon, qui est une décennie particulière, une décennie refondatrice, une décennie de relance.
une décennie de renaissance. Cette décennie permet à la République de reprendre ses couleurs, de reprendre son élan. Est-ce qu'on ne fait pas trop l'éloge de la décennie talent? Non, non. Si vous avez connu les autres décennies, si je vous caricature les autres décennies, nous avons connu une première décennie de coup d'État, à ne pas en finir. Deux autres décennies qui ont suivi de régime et militaire et marxiste-léniniste qui a failli. Le régime a failli aboutir si ce n'était pas que la banqueroute. Donc moi je suis de cette décennie-là, de cette double décennie. Hein, je suis né en fin de la première décennie, j'ai connu la double décennie qui a suivi, militant. Donc je sais de quoi je parle. On aurait pu. L'élan a commencé, il a été cassé par la banqueroute et donc par la remise en cause de tout ça en 90. On a connu, de 90 à 2016, on a connu pratiquement 2 décennies et demie d'atermoiement. On a tourné en rond. On a accepté d'opportunisme, d'illusion et de contre-illusion. Hein? De remise en cause. Un peu comme une sorte de renaissance de nos vieilles mentalités, de nos vieilles pratiques. Hein? Les vieux démons sont de retour. On disait Feu président Romanik en 90. Les vieux démons sont de retour. Alors, est-ce qu'il faut laisser les vieux démons continuer? Non. Depuis donc, si Boni Yaya a dû dire, ça doit changer, ça va changer. Ça veut dire qu'on doit changer avec ce qu'on appelait sous la Révolution les régimes de démission nationale. Donc, moi, qui ai connu ces moments, en tout cas d'après 92, et après, par lecture des moments de 70-72, 60-72, et qui a vécu la conférence nationale comme un drame. Je dis qui a vécu la conférence nationale comme un drame. Les gens l'appellent de tous leurs vœux. Moi, je dis non. Les assises nationales, c'est bien lorsque c'est décidé par le pays lui-même, par le gouvernement, sur un temps donné. Mais lorsqu'on a le dos au mur, on dit que c'est le génie bénin, c'est faux. Le génie nous a permis de quitter de ne plus avoir le dos au mur, mais on ne doit pas avoir le dos au mur. Un État sérieux ne doit pas avoir le dos au mur. Donc, moi, je n'ai pas vécu la conférence nationale comme beaucoup le disent aujourd'hui. Donc, vous comprenez que après les deux décennies et demie d'atermoiement, ne sont pas à saluer. On a maintenu l'essentiel, Dieu soit loué. La décennie talent nous a permis de nous réveiller, de savoir que c'est possible. Et ce possible, on doit le garder. Et voilà. Donc, ce n'est pas... Il faut bien quelqu'un pour donner l'élan. Et aujourd'hui, on peut garder ça. La jeune génération doit connaître l'histoire. On doit apprendre l'histoire à la jeune génération. Et lui permettre de comprendre les différentes étapes de l'évolution de notre pays. Aujourd'hui, très peu, on l'étudie très peu. Les étudiants journalistes ne l'étudient pas. Les anciens sports ne l'étudient pas réellement. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas vous parler donc, de l'histoire du pays. On doit connaître les tenants et les aboutissants de l'évolution de notre pays, du développement, de la sociologie, de l'histoire. On doit connaître ça. Et donc, moi, je prends le repère de la décennie talent. En fait, je ne dis pas que les 66 ans se résument à la décennie talent, mais moi, j'ai envie de reloger la décennie talent dans les 66 ans en disant c'est la décennie refondatrice. Je ne vais pas dire fondatrice. Pourquoi j'ai dit refondatrice? Parce qu'il y a eu des tentatives de refondation, de fondation. Il y a eu ceux qui, les pères fondateurs, on doit leur rendre hommage à Maga. Bloqué déjà en 63 déjà. 3 ans seulement. On doit leur rendre hommage au père fondateur de la Révolution, de 1772. On doit leur rendre hommage Mathieu Kérékou, le JMR. Et on doit rendre hommage à Nicolas Soglo, à ceux qui ont lancé la transition, à Kérékou. Donc, il y a eu des grandes étapes, mais nous avons toujours heurté. On a toujours cogné le mur. Et donc, la dernière décennie, je pense que ça nous a propulsé à un niveau aujourd'hui où nous devons cultiver ce nouvel état d'esprit. On doit le cultiver, le théoriser au besoin et le partager. Il faut l'inculquer à la jeunesse et déjà faire en sorte que
les responsables, les adultes ne perdent pas ça de vue. Et donc, nous parlions tantôt du Sénat, que c'était important. Oui, le Sénat doit pouvoir aider à cela. On a un ministère de l'engagement civique. C'est une très bonne idée du président que je salue avec beaucoup de déférence. Donc, voilà des choses sur lesquelles nous devons nous appuyer aujourd'hui. Au-delà du défilé militaire, au-delà de l'enthousiasme, au-delà de ci ou de ça, moi je pense que c'est le 1er août doit nous permettre de magnifier, disons, de réinsérer la décennie talent dans le développement, dans la renaissance, dans la refondation de notre pays. Ouais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un nouvel élan a démarré par là et se poursuit sous le président Wadaï qui a démarré, qui a montré également disons que la nouvelle corde est bien arrimée à l'ancienne, mais avec déjà les particularités de la nouvelle. On voit déjà que c'est une nouvelle corde, ça ne veut dire pas l'ancienne. Donc vous parlez de rien, je ne sais pas trop magnifié. Oui, mais c'est magnifié, mais la décennie talon commence par se rouiller également. Et donc, il faut le dire avec le président Wadaï, ouais, ça change déjà un peu dans la méthode, parce que les hommes ne sont pas les mêmes. Voilà. Et les périodes ne sont pas non plus les mêmes, les réalités. Pour faire du social, comme le président Wadaï le fait aujourd'hui, il a fallu bien rebâtir et créer la prospérité. Et il a contribué, le président Wadaï a contribué à cela 10 années durant, autour du président Talon. Et donc, c'est avec toute une grande légitimité et une grande fierté qu'il est en train de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc, ça s'insère, donc, du coup, dans la continuité de la décennie Talon. Et voilà, c'est ça que je voudrais qu'on parle aux plus jeunes pour que nul n'en ignore. Merci à vous, Agapite Napoléon Maforican, pour vos analyses de ce décryptage du dimanche 26 juillet 2026 à une semaine du 1er août. On en a parlé, on a chuté par là. Mesdames et messieurs, merci à vous également de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos productions de la matinée sur nos différentes plateformes digitales et également ce décryptage sur nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre compte Insta ETélé en live et via notre application iOS et Android ETélé. ETélé avec vous, pour vous.